Un très grand bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle session de webinaire donc consacrée à un nouveau fonds à échéance obligataire proposé sur le site easybourse.com en compagnie de son gérant, de l'un de ses gérants, Antoine Petit, qui travaille notamment pour CPR Asset Management. Bonsoir Antoine. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, on va envisager avec Antoine la problématique qui est adressée, celle du climat. Ensuite, on va regarder avec Antoine pourquoi, en ce moment, les solutions de buy and watch, de fonds à échéance, sont des solutions propices. On va regarder la philosophie, justement, donc, du fonds, puis envisager le processus d'investissement, regarder donc les caractéristiques du portefeuille à l'instant T, et enfin, nous terminerons avec les éléments essentiels et surtout, les questions-réponses. Ce fonds Buy and Watch Climate Target 2028, donc c'est un fonds, tout d'abord pour remettre dans le contexte, donc c'est un fonds à échéance, c'est-à-dire que c'est un fonds avec une échéance fixe définie en amont. En l'occurrence, ici, il s'agit d'un fonds de 5 ans et qui va investir dans des obligations d'entreprise donc émises par des sociétés qui émettent de la dette, hein, donc c'est à peu près 500 émetteurs européens, donc c'est extrêmement large. Et on va en fait appliquer à ce fonds une thématique climat. Donc alors effectivement, pourquoi intégrer une thématique climat? Alors ce qu'on peut dire, je vais pas être trop long sur l'urgence climatique, j'imagine, vous êtes tous bien au fait de cela, puisqu'on en parle quand même beaucoup en ce moment dans les médias et partout. Mais ce qu'on peut dire, c'est que donc effectivement, il y a l'urgence climatique et il y a la réponse des pouvoirs publics face à cette ampleur. Et par exemple, on peut lister plusieurs initiatives comme la COP21, comme des initiatives de taxonomie européenne. Et donc en fait, l'idée derrière ça, c'est que il va y avoir aussi des packages d'investissement publics comme Reaper EU qui vise à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen. Également, outre-Atlantique, on va avoir un programme qui s'appelle Inflation Reduction Act. Et donc, en fait, tout ça va amener le marché à évoluer dans un sens, puisqu'en fait, on ne peut plus ignorer la thématique climat. Les entreprises vont devoir faire des efforts pour réduire leurs émissions de carbone. Elles vont être évaluées par les investisseurs sur cet aspect-là. Et donc en fait, intégrer une thématique climat, c'est tout à fait naturel et incontournable pour les investissements de demain. Puisqu'en fait, il y a une approche aussi par risque. On peut se dire qu'il il y a des sociétés qui vont savoir prendre le virage vers une transition bas carbone et les entreprises qui vont avoir plus de mal, puisqu'il y a des investissements à financer, il y a des appareils industriels à moderniser. Et donc en fait, c'est vraiment incontournable. Et donc l'idée de ce fonds, d'intégrer ces thématiques climat, c'est donc vraiment de sélectionner les sociétés au sein de l'univers européen, de la dette européenne, qui sont les mieux positionnées dans chaque secteur. Donc c'est Alors, vraiment on va en reparler du processus d'investissement, mais rapidement, justement, donc la particularité de ce fonds, c'est que c'est un fonds qui est buy and watch, et justement, le contexte actuel est plutôt propice à ce type de fonds. Pourquoi? alors tout à fait, il y a un contexte qui est vraiment propice. On a un contexte de taux en fait qui est inédit, puisque, en fait depuis 2021, on a une flambée des taux, aussi bien souverains et des taux d'emprunt, d'entreprise qui ont fait à peu près plus 3%. Alors ça ça a été fait, en fait c'est porté par un contexte d'inflation très fort qu'on a depuis, en fait, la crise du covid, donc avec des taux d'inflation de 5-7 en 2021 et 2022 qui sont inédits et qui en fait ont, amené les banques centrales à taper très fort et à faire des hausses de taux. Donc on a eu, 10 hausses de taux, en zone euro et aux États-Unis, 10 hausses de taux qui ont amené les taux souverains à un plus haut historique, hein, de 3 On est passé de niveaux négatifs à des niveaux positifs. Dans le même temps, sur la partie crédit, il y a des primes également qui sont allées à la hausse, pour des émetteurs de haute qualité, dans lesquels on peut investir dans le fonds. Et donc, l'un dans l'autre, en fait, on arrive à des rendements sur la dette, enfin, sur les obligations européennes,
qui sont historiquement élevés. On a atteint des 4,5% en octobre contre, pour mémoire, des 0,10% en août 2021. Donc c'est un contexte très positif et aujourd'hui, on a un point d'inflexion puisque en fait la politique monétaire est en train vraiment de changer de cap. Les anticipations de marché changent, c'est-à-dire que on a eu des hausses de taux durant 1 an et demi. Désormais, ce qui est pricé dans le marché, c'est plutôt des baisses de taux à l'avenir, en 2024 et 2025. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui des taux qui sont très élevés, mais on n'est pas dit qui ont déjà d'ailleurs baissé par rapport au pic d'octobre, mais il n'est pas dit en fait qu'ils continuent de rester à ces niveaux-là. C'est-à-dire que, l'an prochain ou dans 2 ans, on peut avoir des taux qui refluent vers, je sais pas, 2. Donc l'idée, l'intérêt d'un fonds à maturité, c'est de capter en fait le rendement aujourd'hui du marché, qui est aux alentours de 4% pour ce type de fonds, et de le porter à maturité sur 5 ans. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à la différence d'un produit monétaire ou un compte à terme court, où en fait on va avoir un taux facial très intéressant sur 1 an, mais qui ne sera pas forcément reconduit la deuxième ni la troisième année. Puisque les taux évoluant, si les taux viennent à baisser comme il est prévu dans les anticipations de taux, en fait, on va avoir un problème de réinvestissement. Donc l'investisseur qui a de l'épargne, il va avoir un bon taux la première année, mais il va avoir des taux beaucoup plus dégradés les années suivantes. Alors qu'avec un fonds à maturité, un fonds à échéance, on sait ce qu'on achète aujourd'hui, on achète des papiers qui vont avoir un rendement d'environ 4 et on va avoir 4 figés sur l'ensemble de la durée de vie du produit, donc sur 5 ans. Et donc c'est en ça aussi que c'est vraiment intéressant, notamment aujourd'hui où on est, en tout cas aujourd'hui, on pense qu'on est au pic des taux, voire qu'il a été passé. Donc il est, vraiment attractif de saisir les taux d'aujourd'hui, ouais. Alors, du coup, parlons philosophie. Et philosophie justement notamment du fonds, qui est centré sur le climat, avec notamment une entité donc phare à l'intérieur justement donc de l'écosystème de ce fonds, la CDP. Alors, je veux bien que tu nous en parles. Alors, tout à fait, donc une originalité de ce fonds, donc on a un processus d'investissement, qui voilà, qui peut être assez classique au premier abord, mais on va vraiment avoir une approche sélective sur les entreprises qu'on va intégrer en portefeuille. Puisque comme il s'agit d'un fonds, climat et que comme je le disais, on cherche à sélectionner les émetteurs, enfin les entreprises qui sont les mieux positionnées, dans l'environnement actuel avec les enjeux, heu, de transition vers une économie bas carbone, on a besoin vraiment de sélectionner les émetteurs qui sont les mieux placés. Et donc pour ce faire, en fait, on travaille en partenariat avec une ONG qui s'appelle CDP, qui veut dire Carbon Disclosure Project. Et en fait, c'est une ONG qui va noter les entreprises, donc c'est une couverture extrêmement large, hein, c'est plus de 17 000 sociétés couvertes au niveau global de CDP, et qui va les noter donc c'est très qualitatif sur la façon dont chaque entreprise adresse les problématiques environnementales qui leur sont propres. Et donc ça va être spécifique à des secteurs. Et en fait, les entreprises vont être notées des leaders. En fait, donc ce sont les entreprises qui ont pris des actions en faveur des enjeux de réduction d'empreinte carbone qui sont propres à leur activité. Et donc, on va avoir des leaders, on va avoir des entreprises qui ont juste pris des actions, il y en a qui ont juste déclaré leurs intentions, mais en fait, voilà, c'est un questionnaire auquel vont répondre les entreprises et qui va nous permettre de noter. Et donc, nous, en fait, on va vraiment sélectionner les entreprises qui ont pris les actions propres à leur activité et qui sont les leaders. Donc, on est très sélectif, hein, vous voyez, en fait, sur une échelle de A à D, A étant les meilleurs éléments, on ne va sélectionner que les émetteurs notés A ou B. Donc ça, c'est vraiment une originalité parce que c'est très strict en fait comme approche, puisqu'on va avoir à peu près la moitié de l'univers d'investissement initial qui ne sera pas éligible à la stratégie d'investissement. Alors l'intérêt aussi, c'est que comme c'est tous secteurs confondus, notre idée, c'est que tous les secteurs doivent participer en fait à cet effort d'amélioration et de réduction de l'empreinte carbone. Donc on va
on va pas avoir de biais en termes de secteur. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment important et c'est ça aussi un élément intéressant de CDP, c'est que vraiment, c'est adapté secteur par secteur. On va pas évaluer un constructeur automobile par rapport à une banque ou par rapport à une société ou à un pétrolière, par exemple. Donc ça, c'est important. Un deuxième point également, c'est, on ne peut pas faire un portefeuille, qui adresse la thématique climat en intégrant que des sociétés qui sont des banques ou des assureurs ou qui sont dans les services. Il faut qu'on ait aussi, une part du portefeuille qui soit investie dans des entreprises qui sont fortement émissives. Puisqu'en fait, heu, l'essentiel des émissions, et de l'effort de rénovation de l'appareil industriel doit être fait par des entreprises qui sont à forte intensité capitalistique et qui sont fortement émissives de CO2. Donc on va avoir de l'industrie, on va avoir des utilities, on va avoir de la construction, de l'immobilier, etc. Et donc en fait, on se fixe un minimum d'environ 30% dans le portefeuille d'exposition à ces entreprises. C'est une façon en fait pour nous aussi de faire un produit qui est crédible sur la thématique climatique. On ne peut pas mettre que des bancaires ou des sociétés pour lesquelles l'enjeu est en fait moindre par rapport à leur activité en fait. Alors, avant de passer aux caractéristiques du portefeuille d'investissement, on va parler un peu plus du processus d'investissement. Donc, c'est un processus, pardonnez-moi, qui se veut justement donc assez cadré. Alors tout à fait, donc on part d'un univers qui est très large, hein. Comme je disais, c'est environ 4 500 émissions, plusieurs centaines d'émetteurs, plusieurs centaines de sociétés qui émettent de la dette. Et en fait, on va venir appliquer donc des filtres quantitatifs, donc le filtre CDP dont je parlais avant, qui est extrêmement strict, puisque comme je disais, c'est à peu près la moitié de l'exclusion de l'univers qui provient de ce filtre-là. En plus de ça, on va avoir aussi une approche. Donc là, l'idée de cette sélection climatique, c'est vraiment de sélectionner les meilleures sociétés qui ont les meilleures approches, les meilleures pratiques. Ensuite, on va avoir une approche par les risques qui va consister plutôt à exclure les entreprises qui ont les plus mauvaises pratiques d'un point de vue ESG. Donc là, en fait, on a une méthodologie en interne sur l'ESG, on récupère des notes euh, produites par CPR et par Amundi, et on peut faire des exclusions sur notre univers en excluant les sociétés qui ont les plus mauvaises notes. À la fin, on va arriver à un univers d'environ 1300 sociétés, et donc ça, c'est la partie quantitative. Ensuite, on va avoir une partie qualitative, puisque bien sûr, ce qui est très important dans un fonds à échéance, c'est d'être très à l'aise sur les entreprises qu'on va intégrer en portefeuille, puisqu'on va garder leurs titres jusqu'à la maturité. Et donc là, on va vraiment se reposer sur l'analyse financière, sur l'analyse crédit, pour justement faire la sélection des sociétés qu'on va intégrer en portefeuille. Et donc là, c'est vraiment important. On a 2 analystes crédit qui travaillent juste à côté de nous. Et donc ça, c'est une force aussi de notre organisation. Donc il y a le process quantitatif en amont, et puis après, c'est du qualitatif. C'est revoir entreprise par entreprise, voir quelles sont leurs forces, d'un point de vue aussi bien financier que d'un point de vue climat, puisqu'on peut se reposer la question de pourquoi une entreprise vient émettre de la dette et vient sur le marché primaire, par exemple, pour émettre de la dette. Est-ce que c'est pour rénover une usine? Est-ce que c'est pour financer un projet d'acquisition? Enfin, tout ça nous permet en fait d'avoir des informations et de calibrer au mieux la sélection des entreprises qu'on va mettre en portefeuille. Alors tout ça avec un suivi étroit. C'est ce que vous mettez également en avant, justement le suivi permanent du portefeuille, en dépit que ce soit en fait un fonds buy and watch. Pour autant, justement, donc scrupuleusement, vous regardez de près, notamment tout ce qui est controverse ou autres éléments justement de ce genre. Tout à fait. Alors, c'est vrai que l'essentiel des curseurs, enfin de la construction du portefeuille est fait en amont. Donc le portefeuille est lancé un jour, donc en l'occurrence celui-ci a été lancé, fin septembre. On a investi le portefeuille selon une allocation qu'on a définie. Après, les entreprises et les titres de dette qu'on a en portefeuille, il faut bien sûr les suivre au quotidien
puisqu'il peut y avoir des événements de crédit, il peut y avoir des controverses qui peuvent arriver. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'être réactif. On ne doit pas faire de turnover ou enfin de rebalancement excessif dans le portefeuille, parce que l'idée vraiment, c'est de garder les titres jusqu'à maturité, mais il faut quand même être vigilant sur les entreprises. Et donc là, en fait, c'est un fonds à échéance, mais on peut faire des arbitrages à la marge sur les titres qu'on a en portefeuille. S'il y a une dégradation qui est liée à soit vraiment une dégradation du profil financier d'une société ou une forte controverse d'un point de vue environnemental, on peut se dire que cette entreprise ne sera plus éligible à la stratégie d'investissement du portefeuille, et donc on pourra l'arbitrer. Et donc en fait, on va vraiment avoir un suivi au quotidien. L'intérêt, c'est qu'on a d'autres portefeuilles à côté qui sont gérés de façon dynamique, hein. Donc ce sont des portefeuilles qui sont investis et sur lesquels on fait des arbitrages quotidiennement ou régulièrement, disons, du moins. Et donc, on est en permanence en contact avec le marché, et on a les analyses crédits qui suivent très spécifiquement les noms, hein, ils vont dans le détail des noms. Et donc, on a des revues au-delà de ça, au-delà de cette revue au fil de l'eau, on a des revues mensuelles sur les titres pour voir, voilà, quels sont les titres dont les valorisations ont décalé, est-ce que ça suscite des inquiétudes ou pas. Et l'idée, c'est de piloter le portefeuille pour arriver au rendement final. Au rendement escompté. Au Alors rendement, justement, exactement. parlons du portefeuille. Donc, pour le coup, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant les caractéristiques clés de ce portefeuille? Donc, les caractéristiques financières, le nombre d'émetteurs à date. Donc, éventuellement, qu'est-ce que tu peux nous dire autour de tout ça? Alors, donc c'est un portefeuille, donc l'idée lorsqu'on fait un portefeuille à échéance, c'est d'être fortement diversifié, c'est d'éviter des risques idiosyncratiques, enfin des risques spécifiques, c'est-à-dire d'avoir une exposition trop élevée à une société, à un titre, qui, s'il y avait un événement, pourrait être impactante. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un portefeuille diversifié. On a 73 titres en portefeuille, ce qui est un bon niveau de diversification, tout en permettant, voilà, d'aller chercher vraiment du rendement sur des titres et des émetteurs qui sont intéressants. Et donc en fait, c'est un portefeuille qui a dominante de haute qualité, donc ce qu'on appelle investment grade. Donc on va avoir des émetteurs vraiment de premier rang qui sont notés triple B+, ou plus par les agences de notation. Donc on va avoir 70% enfin 67% du portefeuille qui est investi sur ce segment-là, donc c'est le segment le plus sûr. On va également, et c'est là aussi l'intérêt du produit, c'est d'offrir du rendement. Et donc on va aussi avoir une partie haut rendement, hein, la partie high yield du marché, où là on est sur des sociétés qui ont des profils financiers qui sont plus fragiles. Alors c'est un univers qui est extrêmement hétérogène, puisque ça va du W+, au défaut, on va dire. Donc nous, on va vraiment rester sur la partie la mieux notée de cet univers au rendement, c'est-à-dire WB, W+. Et donc là, en fait, on va avoir 30%, on va avoir 25% d'exposition à ce segment-là. Et on va aussi pouvoir jouer dans ce portefeuille des titres avec des seniorités plus faibles. C'est-à-dire qu'en fait, une société peut émettre des titres seniors ou des titres subordonnés. On peut avoir dans le portefeuille des titres qui sont subordonnés. Là aussi, vous avez un gain de rendement qui est non négligeable et qu'on essaie de capter en portefeuille. Après, en termes de construction de portefeuille, il faut aussi savoir que ce n'est pas qu'une optimisation ligne à ligne avec le poids et le rendement des titres, hein. Il faut que ça soit en ligne avec nos vues de gestion et avec voilà, nos perspectives. Par exemple, un point qui est assez important, c'est que sur l'immobilier, on a une approche très prudente. On a une approche très prudente de la construction de ce portefeuille, puisqu'on a un poids qui est de 2%, de 3%. Et en fait, pour un marché qui est aux alentours de 8%, on a vraiment été très sélectif, puisque voilà, avec le contexte de remontée de taux, il y a il y a eu des controverses sur des sociétés. Il y a des sociétés dont les titres sont partis vraiment très bas. Nous, vraiment, on essaie d'être sélectif, plutôt sur le segment haute qualité, et voilà, être
très diversifié aussi sur ce secteur-là en particulier. Donc à la fin, vraiment, c'est de faire un mix entre rendement et diversification sectorielle, diversification de noms et aussi d'optimiser notre exposition sur les notations en étant triple B, double B. Après, en termes de répartition par pays, on n'a pas vraiment d'axe particulier. Il faut savoir que le marché du crédit est essentiellement, enfin la France est le premier pays émetteur, donc en fait on est assez proche de la structure du marché initial. Donc il n'y a pas vraiment de biais. Et l'essentiel des titres sont bien sûr libellés en euros. Voilà, et pour les quelques titres qu'on n'a pas en euros, on couvre le risque de change. Parce que bien sûr, il y a un risque de change. Vous avez un rendement en dollars qui est facialement plus élevé, mais vous devez le couvrir pour avoir un équivalent en euros. Et donc, voilà, c'est l'intérêt de cette petite brique en dollars. Et alors, effectivement, on a un profil CDP qui est très sélectif, qui est très exigeant, puisqu'on a 92% des titres qui sont notés A ou B, donc vraiment les mieux notés par l'ONG, comme je le disais au début. À la marge, on peut avoir quelques titres qui ne sont pas notés par CDP, parce que CDP, même si la couverture est très large, il y a des sociétés qui ne sont pas couvertes. Mais dans ce cas-là, en fait, ce qu'on s'autorise à faire, c'est de faire vous avez ce qu'on appelle des titres, des obligations vertes. En fait, c'est une partie du marché qui finance des projets. Donc, Les fameux green bonds. Exactement, des green bonds. C'est un marché qui s'est beaucoup développé ces dernières années, qui représente, alors les obligations vertes, c'est à peu près 10-15% du marché total. Et le fonctionnement de ces obligations est un peu différent, puisque une société vient émettre sur le marché pour financer un projet particulier. Ça peut être, pour une foncière, ça peut être pour la rénovation d'un parc immobilier avec qui est très vertueux d'un point de vue environnemental. Ça peut être pour rénover une usine, pour créer un champ éolien, ce genre de choses. Donc là, pour les sociétés qui ne sont pas couvertes par CDP, on peut s'autoriser à faire des titres verts. Donc on peut avoir des titres verts en portefeuille, c'est aussi notre petite particularité, tout à fait. Donc là, ici, en fait, on a l'illustration de deux valeurs que vous avez en portefeuille. Tu parlais tout à l'heure de l'immobilier, pour le coup, donc Unibail Rodamco et puis Ford. Tu veux nous donner éventuellement des éléments, justement, d'infos qui nous éclairent un peu sur comment vous dénichez les valeurs éventuellement que vous mettez dans ce portefeuille? Alors, effectivement, il y a en fait, l'univers obligataire, il y a beaucoup d'émetteurs. En fait, voilà, le profil de rendement des titres est très différent. Il dépend de la notation des émetteurs. Donc, on va avoir des sociétés qui vont émettre de la dette avec des rendements très faibles, hein. Par exemple, je pense à des LVMH, des Nestlé qui ont des rendements faibles. Donc, l'idée, en fait, nous, c'est d'être à l'intersection entre la qualité de crédit et le rendement. Et donc, par exemple, Unibail, donc ça, c'est une des foncières qu'on a en portefeuille, une foncière qui est bien connue, qui est grosse, qui est notée A par CDP, qui fait partie de secteurs qui sont fortement émissifs en CO2, donc vraiment qui rentrent bien dans notre segment de société qu'il faut vraiment intégrer dans le portefeuille, et qui a pris des actions en faveur, voilà, de la rénovation de son parc immobilier. Et par ailleurs, c'est un titre qui a des obligations subordonnées qui sont attractives d'un point de vue rendement. Donc on a intégré une petite exposition à Unibail sur des subordonnés, puisque on a à la fois le couple, voilà, rendement risque attractif et aussi un profil ESG, CDP qui est attractif. Et c'est à peu près la même histoire pour Ford, hein, qui est un émetteur du haut, enfin du high yield, enfin de la partie qui est la mieux notée, mais du segment haut rendement, où là, voilà, notre exposition aux automobiles, c'est un émetteur qu'on aime bien parce qu'il voilà, il y a des obligations qui collent bien à la maturité du fonds, hein, parce qu'il faut aussi avoir des obligations qui se rapprochent de la maturité finale du portefeuille pour éviter le risque d'investissement. Donc,
des profils d'obligations intéressants en termes de rendement, en termes de maturité, et un émetteur, une société qui est bien notée par CDP et qui est aussi appréciée par nos analystes crédit. Alors justement, donc du coup, en conclusion, ce qu'on peut dire éventuellement, avant de te laisser le mot de la fin, c'est que c'est un fonds qui cherche à investir donc, dans des sociétés présentant les meilleures pratiques climatiques. Donc ça, c'est véritablement un signe distinctif, particulièrement de ce fonds à échéance, dans un contexte de taux favorable, avec un niveau attractif, donc justement donc des spreads, ou en tout cas avec un niveau de rendement escompté qui est intéressant, et justement donc qui en plus se trouve effectivement dans un contexte porteur, puisque il bénéficie notamment de nombreux plans de financement internationaux, donc pour financer la transition énergétique et donc tout ce qui est justement donc a trait au climat. Alors, peut-être éventuellement pour terminer, alors donc la date de maturité c'est le 29 septembre 2028. Et donc c'est un objectif de rendement, donc c'est une des questions de Thierry, d'un de nos participants. Objectif de rendement donc pour une détention de 5 ans, donc moyen de 5,5. Et donc un rendement à terme de 5,3 incluant un objectif de coupon de 3,6%. Aujourd'hui, on est à 4% brut en rendement à maturité, c'est-à-dire en prenant tous les titres et en prenant le risque de réinvestissement. Si on investit aujourd'hui et qu'on garde l'investissement, sauf événement de défaut ou ce genre de choses, on sera à 4% brut sur 5 ans à horizon fin septembre 2028. Alors justement, donc la question de Thierry, c'était de savoir le rendement net de frais. Tu saurais nous répondre là-dessus? Alors le rendement net de frais, donc après ça dépend de la part et des frais de gestion, mais pour une part retail, on est aux alentours de 200 BP, donc ce sera aujourd'hui on sera à 3% net sur 5 ans. D'accord, c'est entendu. Alors, à la question de Marc, j'ai le plaisir de répondre que le fonds est déjà disponible. Et oui, donc en fait, si on regarde un peu le site d'Easy Bourse, donc normalement vous l'avez sous les yeux. Oui, vous l'avez sous les yeux. Donc lorsque vous allez justement sur la home page du site, imaginons, voilà, vous surfez et puis vous allez dans rechercher. Eh bien, il vous suffit de mettre CPR 2028 pour retrouver notre fameux fonds. Et donc, nous avons la part, notamment retail, comme a indiqué justement Antoine, qui vous est proposée ici. Voilà, donc après, ensuite, il vous suffit justement, donc, dans votre espace connecté, d'aller dans le bouton acheter, de mettre le code d'ISIN du fonds, de mettre OPCVM et ensuite vous pouvez y aller. Voilà. Donc là vous avez l'ensemble des caractéristiques qui ont été indiquées. Alors on n'a pas encore l'ensemble des éléments parce que le fonds vient d'être justement donc intégré par les fournisseurs d'informations, mais en tout cas la fiche valeur, celle-ci, donc en mettant tout simplement CPR 2028 vous permet de vous positionner sur le fonds directement. Sur quel support ce fonds est-il accessible? En CTO? En CTO, absolument, Daniel, tout à fait, CTO, oui. Alors, donc... Sur la valorisation des taux, une question de Thierry, j'ai perdu. Si les taux reviennent autour de 2-3% vers 2025, que deviendra la valeur du fonds? Alors ça, c'est vrai que c'est un point, je ne l'ai peut-être pas absolument mentionné, mais c'est donc le portefeuille est valorisé tous les jours. Si les taux baissent, donc là, ils ont beaucoup baissé depuis 1 mois et demi. S'ils continuent de baisser ainsi, les anticipations de baisse de taux se confirment et qu'on a perdu de nouveau 1 ou 2%, je ne sais pas, d'ici 2-3 ans, ça va se voir directement dans la valorisation du portefeuille. Et donc en fait, vous allez avoir un gain en capital directement dans la valeur liquidative du portefeuille. Et ensuite, après, d'ailleurs, c'est un point important de ce type de produit, vous pouvez sortir du fonds avant sa date de maturité. C'est-à-dire que le rendement, il vous est donné si vous gardez la position jusqu'à fin septembre 2028. Si, mettons, entre-temps, on a une très forte baisse des taux et une très forte baisse des primes de crédit, la valorisation du fonds va bien sûr augmenter fortement, hein, puisque le fonds est très sensible au taux d'intérêt, surtout que là on est au début du lancement, donc il a une sensibilité de 4 environ. Et donc là, vous allez avoir un gain en capital immédiat et vous pouvez très bien revendre votre position en prenant directement un gain de capital. D'ailleurs, les investisseurs qui sont rentrés au tout début du lancement, avec la baisse des taux, ont déjà eu un gain en capital qui peuvent, voilà. Donc on a directement l'impact, hein. D'ailleurs, c'est une différence par rapport
un compte à terme où là, on va toucher chaque année un rendement, mais on est obligé d'aller jusqu'au bout pour voir le rendement. Là, si les taux baissent, on peut le capter directement, indirectement, mais dans la valorisation du produit. Donc, du coup, peut-être éventuellement nous évoquer un peu plus d'infos sur les émetteurs, sur les perspectives peut-être justement donc des émetteurs, les 73 entités donc qui sont actuellement dans le portefeuille d'investissement. Donc, on a vu qu'il y avait notamment Ford et Unibail. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus éventuellement, histoire que on se fasse une idée un peu plus concrète du positionnement du fonds? On va avoir tout type de noms. On va avoir quand même des billets, enfin des billets de gestion en tout cas qu'on a voulu mettre. Par exemple, on aime bien les bancaires. On est limité en termes d'exposition sur les bancaires parce que, comme je l'ai dit au début, il faut qu'on ait une exposition minimale à des entreprises qui émettent vraiment du CO2, ce qui n'est pas forcément le cas directement des bancaires. Mais ça, c'est un secteur qu'on aime bien. On aime bien les banques. Nos analystes les aiment bien parce que c'est un secteur qui s'est fortement recapitalisé depuis la crise financière. Ce sont des sociétés qui ont une courbe d'émission qui est très importante. Donc on va pouvoir choisir aussi des titres qui collent bien à la maturité du portefeuille. Ça, c'est vraiment important. C'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête, mais l'idée, c'est d'être le plus proche possible de la maturité finale du produit. Donc, on aime bien les bancaires pour ça, et les bancaires ont différents rangs de seniorité. Donc, on va avoir des bancaires, des émissions seniors, on va avoir des émissions subordonnées, ce qu'on appelle les lower tier 2 dans le jargon, et qui apportent un surplus de rendement. On est à peu près à 12% de banking tier 2. Si on ajoute à cela en plus les banking SNP, donc senior non-preferred, qui sont les seniors, vous voyez qu'on a une part assez importante du portefeuille qui est sur les bancaires, parce on est à la fois à l'aise sur les fondamentaux des sociétés. Donc là, en fait, on a des grosses banques européennes, comme on peut avoir des banques françaises, comme BNP, comme Crédit Agricole, on peut avoir des banques italiennes comme Unicredit, on peut avoir Barclays, et on peut aller chercher sur ces entreprises-là des émissions qui sont subordonnées, donc les fameuses tier 2, banking tier 2 dans le tableau. On aime bien aussi les télécoms et techno, qui est le premier secteur. Donc ça, c'est un gros secteur au sein de notre univers. C'est un secteur qui est important aussi pour la transition vers une économie bas carbone, hein, puisque le numérique, finalement, c'est une empreinte qui n'est pas du tout neutre. Donc c'est vraiment une partie prenante, enfin, c'est vraiment une partie importante de l'effort à faire. Et donc là, on aime bien aussi les télécoms, et aussi on se positionne là sur des gros noms. On va avoir du Orange, du Vodafone, mais sur ces noms sur lesquels on est vraiment à l'aise, on va aller de la même façon chercher les titres qui ont le plus de rendement, donc qui sont subordonnés. Quand je dis, je n'ai pas précisé, mais un titre subordonné, c'est-à-dire qu'il est en termes de rang de remboursement, s'il devait y avoir un défaut, il ne serait pas premier. Après la dette senior, il viendrait des obligations subordonnées. Mais vous avez un surplus de rendement. Et donc voilà, on aime bien les télécommunications, un secteur sur lequel on a une vue positive, et on a une bonne visibilité sur ces noms-là. L'automobile, voilà, beaucoup d'émetteurs, beaucoup de sociétés ont désormais pris le virage électrique. Il y a beaucoup d'investissements à financer, mais en fait, voilà, les entreprises doivent un peu doivent avancer à marche forcée, et avec l'électrification. Et donc là, il faut accompagner les entreprises. Et donc là, sur l'automobile, on va avoir des noms comme Volkswagen, comme Ford, comme Stellantis. On va aussi avoir un peu des entreprises qui sont des équipementiers. Ouais. Voilà, pardon, je cherchais le mot. On aime bien aussi le secteur du transport. Alors ça, c'est un secteur qui a d'ailleurs bien marché cette année. Enfin, d'ailleurs, c'est un secteur qui a bien marché depuis le Covid, où avec la réouverture du transport aérien, et dans ce secteur, on peut avoir de l'aérien, comme Lufthansa, comme Air France, hein. Sur 5 ans, il peut se passer pas mal de choses, hein. Il peut y avoir des chocs de marché, des chocs de consommation. Donc vraiment, l'idée, c'est de créer un portefeuille autant que possible robuste, et avec tous les noms qui iront jusqu'à maturité du fonds.
Antoine, une chose, peut-être ce sera le mot de la fin, dont on n'en a pas parlé, mais qui constitue une caractéristique également importante de ce fonds, c'est le reporting. On parlait effectivement donc d'un suivi. Et en fait, il y a un reporting régulier, justement, qui est mis à disposition des investisseurs. Tout à fait, il y a un reporting mensuel de façon assez classique pour les portefeuilles. Le reporting mensuel qui rappelle voilà, l'allocation du portefeuille, hein, sachant elle devrait peu changer en cours de vie, mais même s'il peut y avoir des arbitrages, hein, je le disais, mettons qu'il y a une très bonne nouvelle sur une société qu'on a en portefeuille, sa prime de crédit se resserre fortement, le rendement jusqu'à maturité est faible, on peut se dire, OK, vendons ce titre et allons chercher autre chose. Donc il peut y avoir des petits ajustements. Et donc tout ça est mis à jour effectivement dans le reporting mensuel du portefeuille qui rappelle l'exposition aux notations, les expositions par secteur et voilà, sur ce qui s'est passé sur le mois pour le fonds. Ouais, je pense qu'on a posé l'ensemble des questions. Donc voilà, je vais tout simplement te remercier énormément pour ton éclairage et pour les éléments d'information que tu as apportés. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste vous souhaiter une très bonne fin d'année en se disant que c'est le dernier webinaire justement de cette année. Donc du coup, je vous retrouve avec un énorme plaisir en 2024. Et encore une fois, un énorme merci justement donc à Antoine pour son éclairage. Au revoir tout le monde et bonne fin d'année. Merci à tous et bonne fête, bonne fin d'année.